OK, go ahead. Excusez-moi. Donc, allez-y, commencez. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, madame. Allez-y. Si vous êtes prêts, on y va. Comme ça, on va pouvoir, parce que j'ai un autre truc après. Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui qui va porter sur une nouvelle recommandation européenne de l'ESC 2021 concernant la stimulation cardiaque. Donc, ces recommandations ont été présentées durant le congrès virtuel. Donc, ces recommandations ont été présentées. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Anas, on t'entend. Pardon. Oui, on t'entend. Vas-y. Okay. Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui qui va porter sur une nouvelle recommandation européenne, le l'ESC 2021, concernant la stimulation cardiaque. Donc, ces recommandations ont été présentées durant le congrès virtuel de la Société européenne de la cardiologie en janvier 2021. Donc, pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Premièrement, on verra les nouveautés concernant la stimulation cardiaque ainsi que la prise en charge des différents troubles conductifs. On essaiera par la suite de détailler les principales indications de la resynchronisation cardiaque avant de terminer par des stratégies alternatives ainsi que la stimulation dans les situations spécifiques. Donc, concernant la stimulation cardiaque, quoi de neuf? Donc, alors que certaines des situations nécessitant une stimulation sont claires et n'ont pas changé au fil des ans, donc beaucoup d'autres ont évolué, font l'objet de recherches récentes approfondies, telles que la stimulation après un TAVI, donc la thérapie de resynchronisation cardiaque pour l'insuffisance cardiaque, ainsi que les nouveautés concernant les stratégies alternatives de stimulation, notamment la stimulation ICN, ainsi que la stimulation sans sonde. Donc, pour les patients présentant des symptômes liés à la bradycardie, on distingue deux situations. Donc, la bradycardie persistante, dans ce cas, les étiologies regroupent la maladie de nœud sinusal et les BAV. Donc, pour les autres troubles conductifs intermittents, soit ils sont documentés, peuvent être extrinsèques, notamment un BAV paroxysmal, le bloc sino-atrial avec arrêt sinusal, ou extrinsèques, tels que l'arrêt sinusal ou le BAV induit par l'hyperstimulation vagale. Problème de défilement, pardon. Donc, ou suspecté devant un BVG, une syncope réflexe ou des syncopes inexpliquées. Donc, les lignes directrices actuelles soulignent l'importance de l'anamnèse, de l'examen physique, de l'ECG, ainsi que l'imagerie cardiaque dans l'évaluation initiale, en particulier pour identifier les patients atteints de cardiopathie structurelle. On notera que selon les différentes situations, on procédera à différents examens à réaliser respectivement. Donc, on prendra comme exemple le cas de la syncope réflexe récurrente suspecte, où un massage carotidien et un titre test doivent être réalisés. Donc, le massage du sinus carotidien peut être utile surtout chez les patients après 40 ans présentant des symptômes évocateurs du sinus du syndrome carotidien, ou un deuxième cas de figure, notamment les tests d'effort qui peuvent être utilisés chez les patients présentant des patients suspects de bradycardie pendant un ou peu de temps après l'effort. Donc, les symptômes apparaissant pendant l'exercice sont probablement dus à des causes cardiaques, tandis que les symptômes apparaissant après l'exercice sont généralement causés par des mécanismes réflexes. Donc, à la lumière de l'enquête étiologique initiale, on peut assister à deux situations. Soit le trouble conductif est confirmé. Dans ce cas, il s'agit essentiellement des BAV, une maladie de nœud sinusal, des anomalies de conduction sans BAV ou des syncopes réflexes. Soit qu'on n'a pas d'étiologie évidente. Dans ce cas, un monitorage ambulatoire ECG ou un holter implantable seront indiqués selon les symptômes. Donc, en ce qui concerne l'ECG ambulatoire, il identifie les défauts de l'automaticité sinusale qui comprennent les post-sinusales, la bradycardie sinusale, le syndrome tachycardie-bradycardie, ainsi que les asystolies post-conversion tachycardie supraventriculaire, telles que le Flutter ou la FA. Donc, différentes versions de la surveillance ECG ambulatoire ont été examinées récemment dans un consensus d'experts. Donc, la sélection de l'ECG ambulatoire dépend de la fréquence et la nature des symptômes. Par exemple, si les symptômes se reproduisent dans chaque 48 à 72 heures, on procédera à un holter de 48 à 72 heures. Ou si, par exemple, les symptômes sont moins fréquents, rares, à type d'un symptôme
par mois, on aura recours à l'holter implantable. Donc, en ce qui concerne les indications de la stimulation cardiaque, donc, le mode de DDD, il a prouvé son bénéfice avec moins de complications, sachant que les patients atteints d'une dysfonction sinusale finissent par développer un BAV. Donc, pour cela, pour la dysfonction sinusale, l'implantation d'un pacemaker est recommandée en classe 1A avec un mode DDD, avec minimisation de la stimulation ventriculaire. Donc, pour ce mode de stimulation, donc, le registre d'Anish est le plus grand registre disponible. Dans ce registre, 1415 patients ont été randomisés en deux groupes, AAIR et DDDR. Donc, on note la diminution significative du risque de survenue de FA ou de reprise chez les patients traités par stimulation double chambre. Donc, plusieurs études ont confirmé la supériorité de la stimulation double chambre ou atriale dans les dysfonctions sinusales, vu le risque d'asynchronisme que comporte la stimulation ventriculaire seule. Donc, en 1B, si les symptômes sont bel et bien attribués, à noter l'importance des symptômes dans la dysfonction sinusale, si les symptômes sont bel et bien attribuables à la dysfonction sinusale et en présence de syndrome de bradycardie pour qu'il y ait la bradycardie et permettre un traitement pharmacologique, sauf si l'ablation de la tachyarrhythmie, bien sûr, est préférée. Donc, en ce qui concerne le pacing, il doit être indiqué chez les patients symptomatiques avec une incompétence chronotrope définie comme l'impossibilité d'accélérer la fréquence cardiaque pour satisfaire les besoins métaboliques, confirmée lors d'un test d'effort avec un mode DDT. Et peut être considéré en cas de syncope avec une pause sinusale documentée de plus de 6 secondes. Et il n'est pas recommandé chez les patients asymptomatiques ou si la dysfonction sinusale est due à une cause traitable. Donc, à noter que le mode de choix dans la dysfonction sinusale est le DDD, que ce soit un trouble permanent ou un trouble paroxystique. Il faut rechercher une insuffisance cardiaque. S'il existe, bien sûr, on aura recours à un DDD avec fonction d'asservissement, avec un management du délai auriculo-ventriculaire. Donc, par contre, si présence de comorbidité ou d'espérance de vie réduite, un mode VVI est indiqué. Donc, en ce qui concerne les blocs auriculo-ventriculaires, une stimulation est indiquée chez les patients atteints d'un BAV deuxième ou troisième degré, ou en cas de FA avec BAV ou de haut degré, soit permanent ou paroxystique, sans tenir compte des symptômes. Donc, et pour les patients en FA avec indication au pacing, une stimulation ventriculaire asservie est recommandée avec fonction d'asservissement. Donc, la stimulation en cas de BAV premier degré doit être indiquée en présence de cette bloc est localisé en intra ou en infra à l'étude électrophysiologique. On a une preuve d'effort. Donc, et le mode DDD doit être préféré par rapport au mode monochambre pour éviter le syndrome de pacemaker qu'on détaillera par la suite, ainsi que pour améliorer la qualité des patients. Et enfin, en cas de BAV secondaire à une cause curable, la stimulation n'est pas recommandée. Donc, ces recommandations n'ont connu aucun changement. Donc, comme pour la dysfonction sinusale, le mode de stimulation de choix et le mode DDD en vue de ses avantages. Donc, un pacemaker monochambre, mode VVI, garde son indication en cas de FA ou quelques cas de BAV avec dysfonction sinusale. Par contre, en cas de FA et de BAV, l'asservissement est indiqué pour pallier à l'incompétence chronotrope, très fréquente dans ces cas de figure. Donc, une situation clinique courante dans notre pratique quotidienne reste les malades qui présentent des syncopes inexpliquées avec un bloc bifasciculaire. Sur l'ECG de repos, chez ces malades, l'étude électrophysiologique permet l'exploration des voies de conduction qui peuvent présenter des atteintes organiques nécessitant une stimulation permanente. Donc, les malades qui ont un délai isoventriculaire supérieur à 70 millisecondes avec un bloc deuxième ou troisième degré infra ou intra-icien, durant la stimulation atriale incrémentielle, un pacemaker est indiqué en 1P. On dit qu'il n'est pas recommandé chez les patients asymptomatiques. Donc, en cas de dysfonction systolique sévère, une défibrillation est indiquée avec ou sans thérapie de resynchronisation cardiaque en fonction du degré de l'asynchronisme interventriculaire quand les malades sont éligibles à cette thérapie. Donc, la stimulation par pacemaker implantable est indiquée chez les patients âgés fragiles avec risque accru de chute en 2P. Donc, en absence de ces facteurs, une prise en charge adaptée sera recommandée selon les résultats de l'exploration comportant une étude électrophysiologique et bien sûr un massage du sinus carotidien. Donc, une nouvelle recommandation en 1A est le recours à l'holter implantable afin d'accroître la probabilité du diagnostic d'un éventuel trouble du rythme et adapter la thérapeutique. Donc, en ce qui concerne les syncopes réflexes, la prise en charge se base essentiellement sur l'éducation des patients, les manœuvres de contre-pression ainsi que sur leur traitement médicamenteux. Donc,
Un pacemaker DDD est indiqué pour réduire la syncope récurrente chez les patients âgés de plus de 40 ans avec des syncopes récurrentes imprédictibles et sévères qui ont soit une pause symptomatique de plus de 3 secondes ou une pause asymptomatique de plus de 6 secondes due à un arrêt sinusal ou un bloc auriculoventriculaire ou un syndrome du sinus carotidien avec une réponse cardio-inhibitrice. Donc, ou une syncope avec asystolie durant un petit test, cette recommandation est de classe 1A. Par contre, le pacing n'est pas indiqué en l'absence de documentation pour un réflexe cardio-inhibiteur. Donc, à noter que le pacing n'a pas amélioré la survie, mais a permis la réduction de près de 75% des événements syncopales, comme l'a montré ce papier publié dans l'European Heart Journal. Donc, concernant le pacing dans les situations spécifiques, en cas d'IDM, une simulation définitive est indiquée chez les patients avec un BAV persistant malgré une période minimale de 5 jours. Donc, et chez des patients sélectionnés, une resynchronisation en mode T ou mode P peut être indiquée en cas d'IDM antérieur compliqué d'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, enfin, il n'est pas recommandé en cas de BAV régressif. En ce qui concerne le pacing post-chirurgical ou suite à une transplantation cardiaque, en cas de BAV post-chirurgie, une période d'observation de 5 jours post-opératoire est indiquée avant le PACE. Cette période peut être réduite en cas de BAV avec basse fréquence ou si la probabilité de récupération est peu probable, notamment en rythme d'échappement bas. Donc, en 2A, il est indiqué une simulation épicardique immédiate doit être considérée chez les patients avec une chirurgie pour endocardite infectieuse, avec un BAV complet, avec forte probabilité de persistance du trouble conductif en pré ou en présence d'un staphylococcus aureus, un abcès intracardiaque ou une atteinte de la tricuspide. Et enfin, en cas de maladie de nœud sinusal compliquant une chirurgie cardiaque, une période d'observation de 6 semaines doit être préconisée avant d'implanter un pacemaker. Donc, en ce qui concerne la simulation de la cardiopathie congénitale, donc chez ces patients avec un BAV de haut degré, le pacing est recommandé en présence de symptômes ou bien de pause de plus de 3 fois l'espace RM sinusal, un rythme d'échappement bas, c'est-à-dire moins de 50 battements par minute, ou un DQRS large avec un QT prolongé ou bien présence d'extrasystole ventriculaire. Elle peut être indiquée si, en cas de BAV congénital complet ou de haut degré sans facteur de risque, ou en cas de bloc bifasciculaire persistant post-opératoire avec un BAV transitoire. Et enfin, en présence de cardiopathie congénitale complexe avec une bradycardie, c'est-à-dire moins de 40 battements par minute ou une pause de plus de 3 secondes. Donc, passons à la resynchronisation cardiaque. On connaît tous que l'insuffisance cardiaque est une affection très fréquente. Donc, un tiers des patients avec insuffisance cardiaque avancée présentent des troubles de conduction électrique intraventriculaire, type de bloc de branche, se traduisant par un asynchronisme de la contraction ventriculaire, ce qui diminue la fonction de pompe. Donc, une thérapie de resynchronisation cardiaque implique l'implantation d'un stimulateur ou d'un défibrillateur biventriculaire qui permet de mieux coordonner la contraction cardiaque et d'améliorer les symptômes ainsi que la capacité fonctionnelle des patients. Donc, qui est reconnu comme le traitement de l'insuffisance cardiaque chez certains patients sélectionnés, avec comme objectif principal, c'est de rétablir la coordination et la contraction myocardique. Donc, on reconnaît à cette thérapeutique des fonctions accessoires, notamment la resynchronisation avec une activité stimulatrice, trouble conductif, ou bien une fonction défibrillatoire avec défibrillation pour les arythmies ventriculaires. Donc, ce qui concerne l'optimisation de ces thérapies de resynchronisation, elle est nécessaire pour obtenir le meilleur résultat. Du point de vue technique, on implante la sonde du VG dans une veine postérolatérale gauche à partir du sinus coronaire, avec comme objectif d'atteindre la zone d'activation ventriculaire gauche la plus retardée, puisque cette position maximise l'hémodynamique, comme on peut le voir avec cette étude fluoroscopique. Donc, en ce qui concerne les positions de l'électrode, des électrodes dans le VG ou bien à la radiothorax. Sur la radiographie de thorax de gauche, on note un pacemaker conventionnel avec la présence de 2 sondes, une sonde interauriculaire et une autre intraventriculaire. Donc, et sur la radiographie de gauche, on peut faire la différence. C'est une présence de défibrillateur. On peut noter ici la présence de coils dans les extrémités des chambres, comme les indiquent les têtes de flèche. C'est pour la défibrillation, la fonction défibrillatoire du défibrillateur. Donc, la resynchronisation cardiaque a été étudiée dans de nombreux essais cliniques, dans Miracle, Compagnon, CARE-HF. Donc, les résultats de celles-ci sont concordants. Donc, la CRT améliore les symptômes relatifs à l'insuffisance cardiaque, évalués par la classification NIA, améliore la qualité de vie, la capacité à l'effort, tel le test de marche de 6 minutes, améliore sur le plan échographique la fonction ventriculaire.
Donc, la FA, à savoir la FE et l'insuffisance mitrale, donc le remodelage ventriculaire, et elle réduit en plus les hospitalisations et réduit la mortalité. Donc, dans l'étude KIR-HF, on note une amélioration nette de la mortalité chez les patients en insuffisance cardiaque bénéficiant d'une resynchronisation cardiaque selon les indications. Donc, pour mieux comprendre l'intérêt grandissant de la resynchronisation, voici des représentations 3D de l'activation du ventricule droit et du ventricule gauche en cas de bloc de branche gauche et en cas de BBG plus nécrose sur le territoire de l'IVA et nécrose sur le territoire de la CX. Donc, on note une nette homogénéisation de la contraction ventriculaire et une amélioration des performances myocardiques après resynchronisation myocardique. Donc, la réussite de ces thérapeutiques est étroitement liée au pourcentage de la stimulation biventriculaire. Ce pourcentage, il est variable d'un patient à un autre. Il ne dépend pas seulement du degré de l'asynchronisme initial, mais aussi d'autres facteurs comme la position de la sonde, les arythmies ou les anomalies de programmation, comme le montrent les résultats de cet article paru dans l'European Heart Journal en 2015. Donc, bien sûr, ici, la simulation du faisceau de His est une technique qui est émergente car elle permet de délivrer une stimulation ventriculaire plus physiologique. Cependant, cette technique peut être associée à des seuils de stimulation plus élevés pour corriger les BBG et des taux de réussite diminués. Donc, une étude rétrospective réalisée chez 325 patients avec une indication à une thérapie de resynchronisation publiée dans le JACC en 2020 a montré une réduction significative de la durée des QRS de la classe NYHA des patients, ainsi que le diamètre télédiastolique du VG avec une amélioration nette de la FEVG chez les patients avec ou sans BBG. Donc, en ce qui concerne la resynchronisation chez les patients au rythme sinusal, donc l'insuffisance cardiaque, elle représente la principale indication de la thérapie de resynchronisation cardiaque. Donc, en pratique, la largeur du QRS reflète le degré de l'insynchronisme interventriculaire chez les patients au rythme sinusal, en insuffisance cardiaque avec une effet inférieure à 35%. Et des QRS larges, c'est-à-dire plus de 150 millisecondes, avec un bloc de branche gauche, toujours symptomatique sous traitement médical. Une thérapie de resynchronisation cardiaque est indiquée en 1A. Donc, celle-ci passe les QRS sont entre 100 sur les dernières recommandations, les anciennes de 2013. Donc, en ce qui concerne toujours les patients sinusales, donc en absence de BBG, l'indication de la resynchronisation passe en 2A si les QRS sont supérieurs à 150 millisecondes et en 2B s'ils sont entre 130 et 149 millisecondes. Donc, cette dernière n'est pas indiquée si les QRS sont inférieurs à 130 millisecondes, sans indication à un pacing ventriculaire conventionnel, notamment dans le cas du BAV. Donc, le déterminant, à savoir le déterminant majeur du succès de la thérapie de resynchronisation cardiaque, c'est la délivrance efficace de la stimulation biventriculaire. Donc, à savoir qu'un aspect particulier des patients atteints de la FA est que le rythme de FA avec une fréquence ventriculaire rapide et une irrégularité peut interférer avec une délivrance de stimulation biventriculaire adéquate. Donc, la FA peut réduire le taux de capture biventriculaire efficace en créant des battements spontanés, des complexes de complexes de fusion, de pseudo-fusion. Donc, un taux élevé de stimulation biventriculaire n'est pas atteint chez les 2/3 de patients atteints de FA persistante ou permanente. Donc, la conduite à tenir en cas de FA permanente ou persistante et une fréquence cardiaque contrôlée chez un patient candidat à une thérapie de resynchronisation cardiaque avec des QRS supérieurs à 130 millisecondes, donc dépend du pourcentage de la stimulation biventriculaire. On procédera à l'ablation du nœud auriculoventriculaire si la stimulation biventriculaire est supérieure à 90 voire 95%. Donc, chez les patients ayant une FA persistante ou permanente dont la fréquence cardiaque n'est pas contrôlée, pardon. Donc, chez les patients ayant une FA persistante ou permanente dont la fréquence cardiaque n'est pas contrôlée, le traitement médical et la stratégie dépend de la FE. Si elle est réduite, on procédera à une thérapie de resynchronisation cardiaque avec un niveau de recommandation 1 et une classe 2A si la FE est moyennement altérée et une simulation du VD si la FE est préservée. Donc, à noter qu'une étude récente en 2019 qui montre clairement une amélioration de la survie chez les patients présentant une FA
et un taux de stimulation supérieur à 98% de la stimulation biventriculaire. Donc, la resynchronisation doit être recommandée chez les patients porteurs de pacemaker ou de DAI, c'est pour le upgrading, et ayant développé une insuffisance cardiaque symptomatique rebelle au traitement avec une proportion significative de la stimulation. À noter que cette recommandation a été dégradée de 1 à 2A. Donc, et également, elle est également indiquée en 1A chez les patients avec une insuffisance cardiaque, avec une FE altérée présentant un BAV de haut degré, même ceux avec une FA, sans tenir compte de la classe de la NVKH, alors que celle-ci était en 2A dans les anciennes recommandations. Donc, en ce qui concerne les stratégies alternatives, donc, la simulation ICN a été signalée pour la première fois chez l'homme en 2000. Donc, elle suscite de plus en plus d'intérêt pour la fourniture d'une alternative plus physiologique à la simulation VD. Donc, il peut également corriger le retard de conduction intraventriculaire chez un sous-ensemble de patients, offrant ainsi une alternative à la simulation biventriculaire pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, avec la simulation ICN, la sonde de simulation est directement implantée sur le système conductif natif, permettant une activation ventriculaire physiologique. Ainsi, les effets délétères de cette simulation traditionnelle, comme l'insuffisance cardiaque, peuvent être évités. Parmi les avantages de cette nouvelle alternative, c'est sa meilleure sécurité, peut être utilisée pour la détection et pour la programmation de la sortie de la simulation avec des marges de sécurité inférieures. Donc, le risque il est accru avec plus de sondes, avec une programmation qui est plus complexe. Donc, chez les patients traités par une simulation ICN, une programmation du dispositif adapté pour les conditions spécifiques, elle est recommandée. En ce qui concerne les simulateurs cardiaques sans sonde, ils ont été développés pour répondre aux limitations généralement liées à la simulation conventionnelle. Donc, actuellement, 2 systèmes de simulateurs cardiaques sans sonde ont été étudiés dans le cadre d'essais cliniques. L'un est actuellement disponible pour une utilisation clinique. Donc, les deux sont insérés dans la cavité droite par une approche veineuse fémorale à l'aide d'un système d'administration à base de cathéters spécialement conçus. Donc, elle est surtout indiquée comme alternative au pacemaker chez les patients sans accès veineux ou si le risque infectieux de la loge est important, et aussi chez les patients hémodialysés. Donc, en ce qui concerne la simulation temporaire, donc la simulation temporaire, elle est indiquée essentiellement en cas de bradycardie mal tolérée sur le plan hémodynamique et réfractaire aux agents chronotropes. Donc, elle doit être indiquée également en cas de cause réversible et en attente du traitement étiologique, notamment en cas d'IDM, de myocardite. Et enfin, en attente d'implantation d'un pacemaker, si la procédure n'est pas réalisable immédiatement ou elle est impossible en raison du risque infectieux qui est accru. Donc, en ce qui concerne les complications du dispositif intracardiaque, on note que l'implantation de dispositifs intracardiaques est associée à un taux de complications non négligeable, dont certains sont liés à la procédure et d'autres au dispositif en lui-même, à savoir l'hématome de la paroi, le pneumothorax, la thrombose veineuse superficielle, donc la stimulation phrénique avec un voltage trop important d'une sonde de pacemaker, et complications à redouter restent notamment la perforation cardiaque avec tamponnade. Donc, des complications liées aux dispositifs telles que l'infection, il faut savoir que l'infection reste la complication la plus redoutable. Elle concerne soit l'infection de la peau, avec ou sans issue du matériel à la peau, l'infection du boîtier, qui peut se prendre par des cils locaux avec des hémocs négatifs. Donc, l'infection de dispositifs intracardiaques peut être responsable d'une véritable endocardite infectieuse, d'où le respect strict des conditions d'asepsie. Donc, parmi les complications, on peut noter le déplacement de sonde ou de boîtier, à savoir le syndrome de Wilder, dont on rapporte un cas publié dans le service, par le service au niveau d'un journal médical qui est secondaire à la manipulation de l'appareil par le patient lui-même, causant un délogement des sondes et une perte de l'activation du pacemaker. Donc, il s'agit d'une affection psychiatrique et aujourd'hui, cette appellation peut être extrapolée aux formes non volontaires de déplacement de sonde. Donc, en ce qui concerne les chocs inappropriés, l'interrogation d'un DAI montre des chocs inappropriés malgré le rythme sinusal, peut montrer les chocs inappropriés malgré un rythme sinusal. Donc, il est soit dû à une certaine détection de l'onde T, comptée comme une onde R, à la détection des troubles supraventriculaires avec aberration ou d'une TJ antidromique comme TV,
Donc, ou dans le cas de déplacement, la rupture de sang. Notez ici, voici l'exemple de choc inapproprié lié à une surdétection de l'onde. Donc, en ce qui concerne le dysfonctionnement du pacemaker, la perte de capture correspond à l'incapacité d'obtenir une contraction myocardique après la délivrance du courant électrique. La perte de détection correspond à une perte d'écoute des complexes spontanés avec un risque de phénomène RT. Cette complication, elle est rare et peut être prévenue par la bonne programmation et un contrôle régulier des appareils. Donc, en ce qui concerne le syndrome de pacemaker, donc, il correspond à l'apparition d'une dyspnée plus fatigabilité ou des palpitations lorsque le pacemaker est en mode VVI, active de façon rétrograde, il active de façon rétrograde les oreillettes. Donc, il se caractérise par la présence d'une onde pérétrograde. Donc, la dépolarisation rétrograde entraîne une contraction auriculaire à valve auriculo-ventriculaire fermée, entraînant une augmentation des pressions en intra-atriale avec une absence de contribution de la systole atriale à la diastole. Donc, il y a une baisse du débit cardiaque de l'ordre de 30%. Les complications de ce syndrome sont multiples, à savoir les événements thromboemboliques, la CFA, l'insuffisance cardiaque. Le traitement repose sur le switch en mode DDR. Donc, voilà une méta-analyse publiée en 2014, donc, rapportant les complications liées à l'implantation de dispositifs intracardiaques et leur incidence. Elle retrouve comme les complications les plus fréquentes les hématomes, l'infection locale ou systémique, le pneumothorax. Donc, l'étude la plus récente publiée dans le JACC montre une corrélation plus importante entre ces complications et la survie des patients. Donc, en ce qui concerne les messages clés, la dysfonction sinusale s'accentue avec l'âge due à la fibrose du tissu nodal. Une corrélation entre les symptômes et la bradycardie est nécessaire pour poser l'indication d'une stimulation cardiaque permanente. Ceci est plutôt vrai pour la dysfonction sinusale. Donc, la stimulation cardiaque permanente est recommandée pour les patients présentant un BAV de haut degré, c'est-à-dire un BAV troisième degré ou bien un BAV Moritz 2 deuxième degré, ou bien même le BAV 2 sur 1. Donc, la préservation de la conduction auriculo-ventriculaire physiologique, elle est préférable avec une surveillance post-procédurale après la chirurgie au TAVI qui est nécessaire pour dépister une éventuelle anomalie de conduction. Donc, dans le cadre de la resynchronisation, une règle d'or. Plus le QRS il est large, meilleur est le résultat. Un BBG donne des résultats meilleurs qu'un non-BBG. Pour la CFA, elle a des considérations spéciales qu'on a vues. Donc, la prévention des complications infectieuses lors du geste nécessite une asepsie avec une couverture antibiotique. Donc, le contrôle des patients porteurs de dispositifs intracardiaques réguliers est nécessaire. Merci pour vos attentions. Merci beaucoup, Dr Mokri, pour ta présentation. De rien.